Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Deuxième partie de l'émission dans le Day Fresh Morning, on retrouve Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour, comment tu vas? Bonjour Nérud, ça va très bien. Alors, les nouvelles? Les nouvelles... T'as pas regardé un film depuis là? Hier, j'ai suivi un film, le dernier film de l'acteur américain Liam Neeson. Liam Neeson qui tourne Taken. Oui, qui tourne Taken. Oui. Le titre, c'est Black Light. C'est un film d'action, mais j'ai pas trouvé ça particulièrement terrible. Et c'est difficile pour qu'un film t'intéresse. Non, c'est pas difficile, mais c'est-à-dire que lorsqu'on est un peu dans des espèces de stéréotypes dans les scénarios, facilement on a un peu une idée de comment est-ce que ça va finir après. Et puis surtout, les actions n'étaient pas particulièrement bien tournées, bien filmées. Liam Neeson, et puis tu dis ça. Oui. Rappelle-nous le titre, s'il te plaît. C'est Black Light. Black Light, d'accord. Alors c'est jeudi, on retourne combien d'années en arrière? On va pas très loin, on va 77 ans en arrière. 77 ans. 77 ans, on va précisément le 10 mars 1945, puisque les Japonais vont célébrer aujourd'hui le 77e anniversaire du bombardement de la ville de Tokyo. Alors, c'est un événement qui a été éclipsé normalement par les attaques atomiques de Hiroshima et de Nagasaki, parce que ce sont des événements qui vont se produire 5 mois après le bombardement de la ville de Tokyo. Mais c'est un bombardement en termes en termes d'opérations militaires aériennes, qui a été l'une des plus sanglantes de toute l'histoire de toute l'histoire moderne, et l'une des plus sanglantes aussi de la guerre entre les États-Unis et le Japon lors de cette Seconde Guerre mondiale. Alors, pour bien comprendre les choses, à partir d'avril 1944, alors que Berlin, l'Allemagne a capitulé depuis le mois d'avril 1945, déjà à partir du mois de janvier, février, en Europe, ils savaient que les Allemands allaient capituler. C'est un peu la même chose dans les années à partir de octobre-novembre 1944. Les Américains commencent sérieusement à prendre le dessus dans le Pacifique Sud, dans la guerre qui se livre avec le Japon. Et donc, ils vont décider de commencer à intensifier le bombardement des villes avant d'imaginer éventuellement un déploiement des troupes au sol. C'est un peu ça le principe. On envoie d'abord l'armée de l'air pour essayer de pilonner les infrastructures, de pilonner les moyens de communication, des télécommunications, et aussi de pilonner parfois certains lieux des bases militaires, etc., pour casser le moral des populations civiles. Oui. Et une fois que les populations civiles ont le moral cassé, elles ne peuvent plus être un soutien pour les forces combattantes qui sont à côté. Et donc, c'est cette espèce de contagion de ce moral-là qui est cassé que les Américains espèrent obtenir pour que les Japonais puissent eux aussi capituler. Cependant, les Japonais, malgré les bombardements, comme je l'ai dit, qui ont commencé en novembre 1944, même si sur le plan militaire, ils sentent déjà une domination américaine, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont décider d'abdiquer ou de capituler, pardon. Et donc, les Américains décident de passer, si tu veux, à la vitesse supérieure. Et donc, ils décident donc d'utiliser des bombes, ce qu'on appelle des bombes incendiaires. La bombe incendiaire, c'est la première version de ce qu'on va appeler la bombe au napalm. Le napalm, c'est une espèce de gaz qui a la particularité de s'embraser dès lors qu'il est au contact de l'oxygène. C'est une arme qui est interdite par la Convention de Genève depuis notamment la guerre du Vietnam au milieu des années 70. Et à cette époque, le napalm n'existe pas, mais les bombes incendiaires sont des nouveautés que les Américains viennent de mettre au point. Et donc, ils décident de les utiliser massivement pour essayer de détruire un maximum d'infrastructures et de casser le moral des Japonais. Et donc, ils décident, ce 10 mars 1945, de bombarder massivement la capitale Tokyo. Ils vont donc déployer près de 337 bombardiers B-29. Ces 337 bombardiers B-29 vont déverser en une nuit, parce que tout ça va se passer dans la nuit du 9 au 10 mars 1945, ils vont déverser plus de 1700 tonnes de bombes incendiaires. Alors, le Japon n'avait pas de soutien à cette époque?
Tu sais, le Japon avait des soutiens, mais il faut bien comprendre que dans la structure même de la ville, si tu veux, les constructions, grande majorité des constructions à cette époque à Tokyo étaient faites en bois et elles étaient aussi construites à côté d'habitations qui étaient faites en briques, mais pas des briques d'une qualité telle qu'elles pouvaient supporter les intenses chaleurs dégagées par ces bombes-là. D'accord. Et donc, il va y avoir ce déluge de bombes-là et rien qu'au cours de cette nuit-là, il y aura plus de 83 000 morts et près de 30 000 blessés, dont une grande partie de ces blessés-là vont décéder de la suite des blessures, des graves blessures qu'elles vont subir. Et il faut aussi savoir que le 10 mars, c'est plus d'1,5 million de Japonais qui vont quitter la ville parce qu'évidemment, cette ville va être complètement rasée. On estime que un quart de la capitale japonaise, donc un rayon d'à peu près 40 km² va être détruite par cette espèce de pluie de bombes là qui va s'abattre sur le Japon. Et cela va augurer évidemment de ceux qui attendaient les Japonais 5 mois plus tard, puisque une fois que la bombe atomique, ce qu'on appelle la bombe A, va être mise en place par le projet qu'on appelle le projet Manhattan, eh bien, ils vont l'utiliser sur les villes d'Hiroshima et ensuite de Nagasaki. Donc, c'est un bombardement, comme je l'ai dit, c'est un événement plutôt, comme je l'ai dit, qui est passé à côté parce que, évidemment... Qu'est-ce que tu entends par passer à côté? Parce que rien que cette nuit-là, il y a eu 83 000 morts au cours de ce bombardement. C'est autant de morts que lorsqu'on a employé la bombe A sur la ville de Hiroshima. D'accord? Nagasaki a fait à peu près 90 000 morts. Mais en termes de dégâts, il y a eu autant de dégâts dans la ville d'Hiroshima que dans la ville de Tokyo cette nuit du 9 au 10 mars 1945. Tu parles de l'impact après qui n'était pas pareil. Non, l'impact était pareil. Mais disons que, vu que la technologie qui a été employée n'était pas la même, lors de la nuit du bombardement de Tokyo, c'était des avions, donc des centaines d'avions qui ont déversé tout un tapis de bombes sur la ville de Tokyo, alors qu'à Hiroshima, ce n'était qu'une seule bombe qu'on a envoyée et qui a tué autant que 337 bombardiers B-29. Tu vois, donc c'est ce qui fait que technologiquement, sur le plan technologique, comme c'était une nouvelle arme qui avait été utilisée, et donc ça va, si tu veux, occulter sur le plan historique l'événement du bombardement de la ville de Tokyo, qui était tout aussi important en termes de dégâts matériels, en termes de dégâts humains, et surtout qui va réaviver à cette époque-là des tristes souvenirs, parce qu'il ne faut pas oublier que le 1er septembre 1923, la ville de Tokyo avait été frappée par un tremblement de terre, et ce tremblement de terre avait causé autant d'incendies et autant de victimes que lors de la nuit du 9 au 10 mars 1945. Donc les survivants du tremblement de 1923, qui étaient également nombreux à cette époque-là, vont revivre cet événement extrêmement douloureux et qui va également avoir un impact sur les populations qui vont décider dès le lendemain de quitter la ville. Comme je l'ai dit, 1,5 million de morts. Bon, le moral était bas, certes, à Tokyo, mais comme les moyens d'information n'étaient pas aussi développés qu'à l'époque, donc l'ensemble du Japon n'était pas véritablement au fait de, si tu veux, l'intensité, la gravité des bombardements que les Américains vont faire. Et donc, les Américains ne vont pas s'arrêter à la ville de Tokyo, puisqu'ils vont décider de bombarder aussi plein d'autres villes, les villes d'Osaka, de Kobe, les villes de Nagoya, même les petites villes comme Aomori ou Hokkaido vont aussi être bombardées massivement. Ils veulent détruire tout le pays. Mais c'est ça le principe de c'était une guerre totale. Il ne faut pas l'oublier, on est durant la Seconde Guerre mondiale. Les Américains veulent réduire au maximum les risques, les capacités défensives des Japonais. Et donc, pour eux, ils ne font pas de distinction. Et c'est justement le reproche qu'on va leur faire, que l'histoire va faire aux Américains. C'est, si tu veux, la brutalité extrême avec laquelle ils vont employer leurs armes. Ils ne vont pas faire de distinction entre population civile et population militaire, objectif civil, objectif militaire. L'essentiel pour eux, c'est de déverser le tapis de bombes sur l'ensemble
sur l'ensemble de la région. Et évidemment, ça, c'est quelque chose qui va frapper énormément les Japonais. Et ça va même faire l'objet que le général Curtis LeMay, qui était le commandant second du général MacArthur, qui dirigeait l'ensemble des forces dans le Pacifique, et lui, il dirigeait l'ensemble des forces dans le Pacifique Sud, donc la région de Tokyo. C'est lui, le général Curtis LeMay, qui était en charge de l'organisation du bombardement de Tokyo. Et justement, il va lui faire ce reproche. On va lui faire ce reproche-là d'avoir utilisé des armes extrêmement dangereuses sur des populations qui, pour la plupart, étaient des populations civiles. Et donc, comme je l'ai dit, 83 000 morts, c'est un prix extrêmement lourd, un tribut extrêmement lourd payé par les Japonais au cours de cette nuit-là, alors que l'essentiel des populations, ou si tu veux, la très très grande majorité des victimes de ces bombardements, notamment de Tokyo, c'était des victimes civiles. Donc ça, c'est le reproche que l'on va faire au général Curtis LeMay. Si on était normalement un peu juste, il aurait même dû passer en jugement, étant donné la gravité des... Donc, c'était juste des reproches, pas de jugement, pas de... Non, parce qu'évidemment, il faut savoir que les Américains sont sortis vainqueurs de cette guerre, de cette Seconde Guerre mondiale. Et en général, les vainqueurs ne passent pas devant les tribunaux pour être jugés pour les moyens dont ils ont usé pour justement remporter la victoire. Donc, c'est vrai que les Américains ont remporté, mais sur le cas du bombardement de Tokyo, ils ont été vraiment au-delà de ce que l'on pouvait imaginer en termes de cruauté. Et là, ils n'ont pas été très très loin des Allemands, de l'Allemagne nazie en quelque sorte. Ah, mais ça, c'était hyper dangereux à cette époque-là. Ben, parce qu'on a l'impression que les Américains utilisaient que ce qui était interdit. Non, à l'époque, il n'y avait pas d'armes interdites. Si on recontextualise les choses, on va commencer à interdire l'utilisation de certains types d'armes après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Et puis, depuis lors, si tu veux, la liste ne cesse de s'élargir. Mais l'utilisation de certaines armes ou non, ce qu'on appelle des armes conventionnelles ou non conventionnelles, des armes conventionnelles, ce sont les armes que, évidemment, on n'interdit pas d'utiliser, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans la marine, que ce soit dans l'infanterie, que ce soit dans tout ce qui est des chars et autres, dans l'artillerie, etc. Ça, ce sont des armes conventionnelles. Maintenant, vous avez des armes non conventionnelles, c'est-à-dire que les États décident qu'en cas de conflit armé, on n'utilise pas certains types d'armes en raison de leur dangerosité extrême. C'est le cas, l'arme ultime, c'est évidemment la bombe atomique. Et le tsar. Pardon ? Il n'y a pas une bombe qui s'appelle le tsar. Le tsar, non. Et puis maintenant, il y a d'autres armes non conventionnelles. Le napalm, j'en ai parlé. Vous avez des gaz toxiques, comme le gaz sarin, qui sont des gaz extrêmement dangereux. Ça, ce sont des armes non conventionnelles. Parfois, il arrive que des pays qui ne sont pas signataires de certains traités qui interdisent l'utilisation de ces armes non conventionnelles peuvent les utiliser. On l'a vu par exemple dernièrement en Syrie, lors de la guerre en Syrie, on a utilisé le gaz sarin, on l'a aussi utilisé lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80, on a aussi utilisé du gaz sarin. Donc, il peut arriver qu'un pays, durant un conflit, ne puisse pas utiliser ces armes. Alors, le principe voudrait que le pays qui utilise cette arme non conventionnelle, normalement, soit traduit devant des tribunaux internationaux spécialisés en la matière. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais traduit un pays qui a utilisé des armes non conventionnelles. On n'a jamais traduit les États-Unis devant une cour pour avoir utilisé le napalm de manière massive lors de la guerre du Vietnam. On n'a jamais traduit l'Irak pour avoir utilisé du gaz sarin lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80. On n'a pas traduit le régime de Bachar al-Assad pour avoir utilisé les gaz sarin. Je crois que c'était en 2013 ou en 2014. Donc là, évidemment, ça pose aussi un problème de la capacité des institutions internationales, du droit international, à pouvoir être suffisamment coercitif pour pouvoir empêcher l'utilisation de ces armes non conventionnelles, là, malheureusement. Merci beaucoup pour le brin d'histoire. On était avec Jean-Paul. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite des programmes. Urban FM 104.5.